Le rapport entre Custine et Proust ne saute pas immédiatement aux yeux. Alors je vais essayer de l'éclairer, mais je voudrais d'abord insister sur l'importance de Custine comme écrivain. Samantha Caretti a évoqué son livre majeur, La Russie en 1839, qui est paru en 1843, et dont un certain nombre de lecteurs et de critiques aujourd'hui font une sorte de pendant du livre de Tocqueville sur l'Amérique, de la démocratie en Amérique, puisque au fond le projet est à peu près le même. Donc c'est pour montrer que cet ouvrage est un des grands ouvrages du XIXe siècle, notamment sur la question de la nature du pouvoir politique et de l'organisation démocratique de la société. Baudelaire a été le premier à situer Custine dans le roman du XIXe siècle, puisque Custine a écrit trois romans, 4 romans, 3 sont vraiment importants, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vous lis donc ce passage de Baudelaire, qui s'appelle dans l'art romantique. Depuis la disparition de Balzac, ce prodigieux météore qui couvrira notre pays d'un nuage noir, comme un Orient bizarre et exceptionnel, comme une aurore polaire inondant le désert glacé de ses lumières féeriques, toute curiosité relativement au roman s'était apaisée et endormie. D'étonnantes tentatives avaient été faites, il faut l'avouer. Depuis longtemps déjà, M. de Custine, célèbre dans un monde de plus en plus raréfié par Aloïs, le monde comme il est est-elle, M. de Custine, le créateur de la jeune fille laide, ce type tant jalousé par Balzac, avait livré au public Romuald, où la vocation œuvre d'une maladresse sublime, où des pages inimitables sont à la fois condamnées et absoudre des langueurs et des gaucheries. Mais M. de Custine est un sous-genre du génie, un génie dont le dandysme monte jusqu'à l'idéal de la négligence. Cette bonne foi de gentilhomme, cette ardeur romanesque, cette raillerie royale, cette absolue et nonchalante personnalité ne sont pas accessibles au sens du grand troupeau, et ce précieux écrivain avait contre lui toute la mauvaise fortune que méritait son talent. Le premier qui a pointé une possible correspondance, j'utilise un terme moderne, entre Custine et Proust a été Yves Floren, dans un ouvrage paru en 1985, qui disait ceci. Proust, il est clair qu'il n'eût pu retrouver un tel personnage sans se retrouver en lui et se lier à lui. Encore fallait-il qu'il l'eût connu. Mais comment pourrait-il ne pas l'avoir rencontré? Leurs traces mêlées ne sont pas que spirituelles et charnelles. Elles s'entrecroisent sur le terrain, dans l'épaisseur d'un commun terroir où se nourrissent, pour l'un comme pour l'autre, les sources résurgentes de l'adolescence et de l'enfance. Entre tant de coïncidences, peut-être hasardeuses, les plus fortuites, mais non les moins curieuses, sont celles qui se rapportent au côté normand. Elles superposent étroitement la géographie custinienne et la géographie proustienne de la Touques, voire de Vivonne, à la mer. On en pourrait relever la carte, tracer les chemins et les itinéraires, et plus précisément encore, leur double intérieur. Je partirai du rapport que Custine et Proust ont entretenu avec Balzac. Pourquoi? Non pas simplement parce que Balzac a fréquenté Custine, non pas simplement parce que Balzac lui a dédié un roman, qui est l'Auberge rouge, non pas simplement parce que Proust, comme vous le savez, est un grand admirateur de Balzac, en dépit de quelques réserves et de quelques critiques, mais peu importe, mais parce qu'il y a une véritable correspondance littéraire entre tels aspects du projet custinien, tels aspects du projet balzacien, tels aspects du projet proustien. Entre Balzac et Custine, il y a eu une correspondance tout à fait intéressante. Je lis 2 ou 3 extraits. Le 15 janvier 1835,
Balzac écrit à propos du monde comme il est, que Custine lui a envoyé. Il y a 2 ou 3 descriptions. La première du pont d'Ouilly, le lieu où se déroule le début du monde comme il est, surtout qui sont irréprochables. Et je sais trop ce que cela me coûte quand je veux égratigner un paysage pour ne pas être en admiration devant un peintre tel que vous. Balzac, saluant l'art de la description chez un autre, excusez du peu. Et du côté de Custine écrivant à Balzac, à propos de Illusion perdue, en 1839, j'arrive des frontières de la Sibérie, et je ne sais rien du monde. Si le grand homme de province, à Paris, deuxième partie d'Illusion perdue, qui est parue à ce moment-là, si le grand homme de province n'a pas fait la rêve de révolution, je désespère de la plume comme moyen de civilisation. Je n'en suis encore qu'aux 2/3 du premier volume. Je le savoure et le lis aussi lentement que je le puis. C'est plein de pensées et neuf comme l'affreux monde que vous dévoilez. Ce sont les successeurs des terroristes, entendez, les partisans de la terreur. Et le rapport entre Balzac et Proust a été évidemment beaucoup plus étudié. Peut-être un des meilleurs exégètes qui a bien montré le rapport qui existe entre Proust et Balzac a été Maurice Bardèche, qui avait écrit une très bonne étude sur Proust, biographie et en même temps analyse, et qui a évidemment beaucoup écrit aussi sur Balzac. Toute vie est construction et par là illusion, dit Proust. Toute vie est aspiration et par là destruction, dit Balzac. J'ouvre une parenthèse, magnifique sujet de dissertation pour des cannes. Nous marchons parmi les fantômes, dit Proust. Les croyances et les hiérarchies que nous acceptons, les dieux que nous élevons sur nos autels nous grisent. Ils font de nous des pantins, nous nous jetons sous les roues du char qui porte des idoles. Nous sommes des fous du désir, nous voulons avec frénésie, dit Balzac, la violence, le goût de l'or, l'arbre aux fureurs égoïstes passe comme un courant sur les peuples. Nous avons proclamé le règne du veau d'or et nous lui offrons des sacrifices humains. En des langues différentes, ce sont des enseignements qui se rejoignent, et en tête desquels on pourrait écrire le mot que Balzac citait si souvent, la pensée est le plus puissant des agents de destruction. L'œuvre de Proust, à la fois poète et philosophe, l'inventeur et le plus grand illustrateur de ce qu'on a appelé plus tard la phénoménologie et la traduction philosophique de ce mot. L'œuvre de Balzac, médecin de la grande maladie sociale du XIXe et du XXe siècle, en est la traduction sociologique. Et c'est par là peut-être que ces 2 œuvres dissemblables, si opposées en apparence, sont apparentées et se réfèrent à cette même image de l'homme et à une même lecture de la vie. On ne sera pas surpris que dans la recherche du temps perdu, on ait plusieurs références, plusieurs allusions à Balzac, souvent dans la bouche de tel ou tel personnage. Je prendrai un petit exemple dans Sodome et Gomorrhe. C'est le baron Charlus, lorsque le narrateur écrit, comme après avoir regardé la belle reliure de son Balzac, je lui demandais ce qu'il préférait dans la comédie humaine. Il me répondit, dirigeant sa pensée vers une idée fixe, tout l'un ou tout l'autre. Les petites miniatures comme le curé de Tours ou la femme abandonnée, ou les grandes fresques comme la série des illusions perdues. Comment? Vous ne connaissez pas les illusions perdues? C'est si beau. Le moment où Carlos Herrera demande le nom du château devant lequel passe sa calèche. C'est Rastignac, la demeure du jeune homme qu'il a aimé autrefois. L'abbé alors de tomber dans une rêverie que Swann appelait, ce qui était bien spirituel, la tristesse d'Olympio de la pédérastie. Donc voilà pour quelques éléments, évidemment lacunaires, qui situent le rapport d'admiration mutuelle entre Custine et Balzac et le rapport d'admiration de Proust à l'égard de Balzac, c'est-à-dire un rapport de connivence et en même temps d'identité de projet littéraire.
Et c'est dans l'analyse de la société qu'on peut déjà rapprocher Custine et Proust. Pourquoi? Parce que dans le roman Le monde comme il est, eh bien, Custine a brossé un tableau satirique de la bourgeoisie et de la petite noblesse provinciale, de la même manière que Balzac a pu le faire dans tant de romans. Et il veut montrer la noirceur du monde. Et dans Le monde comme il est, vous avez quelques passages que je ne résiste pas à vous livrer si vous ne les avez pas lus, et qui vont vous montrer en quoi le style de Custine reste un style très proche du XVIIIe siècle. On peut être romantique et écrire comme le XVIIIe siècle, c'est nullement contradictoire. Et en même temps, vous allez voir la finesse du portrait. Je vous donne le portrait d'un personnage féminin du monde comme il est. Madame de Barthès était une personne à part dans la société. Jamais parvenue n'effaça mieux qu'elle la tâche originelle, et ne se mêla plus complètement à un monde dont elle s'était crue longtemps exclue pour jamais. À la vérité, du jour où elle aimait épouser un homme d'une grande naissance, elle s'appliqua, avec la souplesse d'un mauvais cœur et la finesse d'un esprit de femme très vif et très délié, à faire croire à la société de son mari qu'elle était de la maison par droit de naissance, comme par adoption. Elle renchérit sur le ton ironique de cette famille railleuse et citée dans Le Monde pour sa médisance. Douée d'une coquetterie universelle, elle sut plaire aux femmes autant qu'aux hommes, aux vieilles plus qu'aux jeunes, et elle commença par séduire sa belle-mère, sans négliger la femme de chambre, ni les gens de maison. Politique profonde, qui réussit surtout à la campagne, où les personnes d'autrefois, même les plus hautaines, vivent assez près de leurs domestiques. Le concert de louanges qui de l'antichambre répondait au salon, du village à la cour, fit porter au nu la jolie Sidonie par tous les habitués de cette famille, l'une des plus nombreuses et des plus considérées de l'ancien Paris. Elle choisit à ses artifices des moyens un peu moins innocents. Son père et tous les parents s'enquêtés lui devinrent importuns. Elle les traita d'abord en étrangers, bientôt en inconnus, puis en ennemis. Elle rougissait d'eux et fit semblant de les haïr pour se brouiller. Comme l'ingratitude qui pèse sur les autres plaît aux gens du monde, elle se fit aisément un mérite auprès de sa nouvelle famille, de son peu d'attachement de l'ancienne. C'est ainsi qu'appelant un vice au secours d'un ridicule, elle devint méchante par vanité. On l'entendait immoler sans respect humain dans ses discours les personnes les plus recommandables de son ancienne société. Elle avait cette lâcheté d'opinion qui n'exclut pas toujours le courage d'action, et pour flatter les préjugés de Madame de Barthès, la mère, et de son cercle d'élus, elle ne se refusa ni noirceur, ni bassesse. Le mensonge sortait de sa bouche, naïf comme un aveu. Elle était trop adroite pour ne pas ménager le climat aristocratique de ce monde écrit par les malheurs de la Révolution et surtout par les incomplètes faveurs de la Restauration. Même elle en profitait comme d'un moyen sûr de plaire et d'amuser. Loin de se servir de sa position pour rapprocher deux sociétés hostiles, elle aigrissait celle qu'elle avait choisie et la poussait à des exagérations aussi ridicules que dangereuses. Admirable portrait qui situe psychologiquement, socialement et idéologiquement un personnage très exactement comme le fait un Balzac, mais très exactement comme le fera un Proust dans La Recherche. Lorsque vous lisez les portraits de Madame Verdurin pour ne citer qu'elle, vous êtes exactement dans le même regard aigu, impitoyable, sur les comportements, sur les bassesses, sur les compromissions, sur les ambitions, sur les manœuvres, etc. Je lis encore un autre passage du Monde comme il est pour bien vous montrer quel est l'intérêt de cette analyse sociale faite par Custine. Et là qui va concerner encore plus directement les personnages normands. Lorsque le héros, Edmond, va être reçu dans son domaine par le garde d'honneur du village. Cette garde d'honneur champêtre avait quelque chose de grotesque qui n'échappa point au coup d'œil d'Edmond. C'était d'abord le maire du bourg d'Auflise, M. Lamazure,
personnage qui cumulait avec sa charge politique les honneurs de la régie et du notariat. Venait ensuite le médecin et l'apothicaire, fin normand en habit presque de paysan, puis le percepteur, M. Vattard, espèce de gros de province, qui se faisait envoyer de camp un habit neuf tous les ans et qui avait apporté dans le canton le dédain des usages du pays qu'il venait d'habiter, avec les mauvaises mœurs de celui qui l'avait quitté. Puis l'huissier, M. Lepointel, l'adjoint du maire, puis des fermiers, des gardes-chasse, enfin quelques serviteurs du château qui complétaient le cortège d'honneur de l'ancien seigneur du bourg et comté d'office. Tous ces bas normands étaient montés sur leur guidée d'allure. C'est une espèce de monture propre au pays de pâturage, où tous les chemins, coupés par des pas de bœufs, seraient impraticables pour des bêtes de trot et qui ne vont pas l'angle, c'est-à-dire l'entrepas des chevaux de marchands de bœufs. Quelques-uns des cavaliers de la garde étaient montés sur des selles dont la forme paraissait presque aussi antique à Edmond et à son nouveau serviteur que l'architecture même du château. Edmond se croyait à 200 lieues de Paris et à 200 ans de notre époque. Le paysan français est si opiniâtre, il tient tant à ses habitudes, que celui de nos niveleurs qui n'auraient pas quitté Paris, ce mouvant Paris, ne se douterait guère de la tâche que lui préparent les peuples des provinces quand il voudra imposer à tout le pays son uniforme civilisation. Envoyez-le sur la bruyère de l'étang, ce réformateur éclairé, et qu'il dessine le groupe de bourgeois et de manants du bocage normand, pressés autour de la calèche d'Edmond. Il verra là des hommes en blouse grise, d'autres en grande redingote de toile bleue avec des culottes courtes de velours vert ou de peau jaune. Il en comptera plusieurs, et ce sont les plus cossus, vêtus d'un habit carré, portant à la main en guise de cravache un gros bâton formé d'un côté comme une massue, et de l'autre garni d'une poignée de cuir ouvragé, etc., etc. N'entendez-vous pas une description alsacienne dans ce passage? Et ne voyez-vous pas le regard politique qui est porté sur la bourgeoisie et sur le peuple paysan? Vous comparez ça avec les paysans de Balzac de 1844 et vous verrez les analogies possibles. Et pourtant, ce n'est pas écrit du tout de la même façon. Vous avez une manière ironique chez Custine que vous n'avez pas exactement de la même manière chez Balzac, et vous n'avez pas non plus la même ironie que celle de Proust. Mais lorsque Proust vous décrit un groupe humain, lorsqu'il spécifie chacun de ses personnages par parfois un simple petit détail, il le campe d'une manière tout à fait remarquable. Lorsque Proust, pour en arriver à lui, décrit la société, eh bien, il va le faire en véritable sociologue. On peut parler d'une sociologie proustienne. Et pour ne mentionner que ce qui se passe dans le temps retrouvé. Le temps retrouvé qui est, bien entendu, à la fois la conclusion, mais aussi la synthèse de tout ce qui a précédé. Outre le fait que pour le narrateur, c'est la découverte de la puissance de la littérature qui permet de sauver l'existence et qui permet d'éterniser le temps, il y a aussi cette découverte sidérante de ce que la société a changé de manière radicale depuis les débuts de la recherche, depuis du côté de chez Swann. Puisque, comme vous le savez, Madame Verdurin devient la duchesse de Guermantes. Madame Verdurin, la parvenue par excellence dans l'univers proustien, entre dans la grande aristocratie qu'elle feignait de mépriser, à l'égard de laquelle elle ne manifestait que dédain dans sa petite société, dans son salon, mais elle a franchi le pas. La véritable révolution sociale chez Proust, c'est celle-là. Analogue à la révolution sociale que Balzac met en scène dans toute la comédie humaine, c'est-à-dire la société révolutionnée, les nouvelles hiérarchies sociales, et surtout les véritables tenants du pouvoir. Eh bien, lorsque pour le narrateur, une Madame Verdurin est devenue la duchesse de Guermantes, et que Odette, elle, est devenue la maîtresse du duc de Guermantes, on a une admirable recomposition. Odette ne pouvait être admise
dans le salon de Madame de Guermantes. Vous vous souvenez, Swann ne peut jamais arriver chez les Guermantes en compagnie de celle qu'il a épousée. Eh bien, dans le temps retrouvé, tout cela a été aboli, une nouvelle société est née, et le dénouement mondain du temps retrouvé n'est pas, contrairement à ce qu'on peut le trouver parfois dans telle analyse, ça n'est pas la fusion aimable de l'aristocratie et de la bourgeoisie, non, c'est le triomphe de la bourgeoisie. C'est la confiscation du côté de Guermantes par le côté de chez Swann. Le côté de chez Swann, avec Odette en plus, devient la nouvelle société. Donc, lorsque Custine, dans Le Monde comme il est, vous décrit la province de la Restauration, lorsque Balzac vous décrit la société française de la Restauration et de la monarchie de Juillet, lorsque Proust vous décrit la société d'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre, vous êtes dans un projet analogue de transcription et d'analyse par la fiction de la transformation sociale. C'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler le romantisme analytique et critique de la société. Car dans le romantisme, l'une des composantes majeures, celle qui s'est véritablement imposée après 1830, c'est justement cette capacité d'analyse de la société moderne, de décryptage des nouveaux enjeux, de mise en évidence du dessous des cartes, ou, pour reprendre un titre d'un des romans de la comédie humaine, de l'envers de l'histoire contemporaine. Qu'est-ce que c'est que Le Rouge et Noir, sous-titré Chronique du XIXe siècle? Qu'est-ce que c'est que la comédie humaine? Que sont tous les romans de type balzacien, dans lesquels on va faire entrer le monde comme il est de Custine, sans conteste. Eh bien, vous êtes dans des romans qui ne sont pas simplement de l'époque romantique, ce n'est pas une simple question de chronologie, ils sont dans une perspective idéologique du romantisme critique. J'ouvre une petite parenthèse, le romantisme est tellement complexe et tellement divers qu'il est impossible à définir d'une manière simple. Il y a des romantismes qui varient selon les époques. Je ne parle même pas des romantismes des autres aires culturelles, du romantisme italien, du romantisme anglais, du romantisme allemand, du romantisme espagnol, que sais-je. Non, rien que dans le romantisme français, on passe par des phases différentes du romantisme. Et même différents auteurs que l'on catalogue constamment comme étant des auteurs romantiques vont passer d'une version, d'un mode d'appropriation du romantisme à un autre. Le Hugo de 1820 ne sera pas le Hugo de 1840, ni le Hugo de 1860. Et pourtant, vous êtes bien dans une même position littéraire qui est celle du romantisme. Le Musset d'avant 1830 n'est pas le Musset de Lorenzaccio en 1834. Le Théophile Gautier d'avant 1830 n'est pas le Théophile Gautier d'après 1830. On pourrait énumérer à l'infini. Mais je voulais vraiment insister là-dessus. Donc, lorsque vous avez dans le roman du XIXe siècle, mais aussi chez Proust, parce qu'il y a une analogie profonde, des analyses aussi précises et aussi satiriques de la société, vous êtes dans un regard de type romantique, c'est-à-dire le positionnement du moi, de l'individu romantique qui se situe, qui se positionne par rapport à la société et qui va la juger. Astor de Custine s'est d'ailleurs défini lui-même comme un romantique, ou plus exactement, comme, dès sa jeunesse, le type même du jeune homme romantique à la manière du René de Chateaubriand. J'en veux pour preuve un texte écrit en 1818, c'est une lettre qu'il adresse au marquis de
loin. Je rappelle que Custine, peut-être ne l'avons-nous pas dit déjà, il est né en 1890. Donc en 1818, il a 28 ans. Depuis que je suis au monde, mon être est une énigme qu'aucun cœur n'a devinée, qu'aucun esprit n'a pénétré, et que je puis expliquer moins que personne. Quelquefois, je me reproche de penser trop à moi, et je me dis que tous les hommes seraient de même s'ils s'observaient autant. Mais c'est précisément cet abus de réflexion que je ne puis éviter et qui me caractérise. Je vis comme un torrent qui, au lieu de remplir son lit, creuse un abîme à sa source et s'y précipite en tourbillon. Je suis voué à une tristesse innée, qui vient sans doute des contradictions de ma nature. Je suis violent et inactif. J'ai l'âme passionnée et paresseuse. Avide de tout, je demeure indifférent à tout. Inactif à regret et cependant ennemi de tout effort. La vie pour moi n'est qu'un songe, et mes jours ne sont marqués que par la perte des illusions. Je me tire de cet état par un calme, par un aplomb qui ne sont qu'apparents, mais cette apparence même m'est utile, et mon âme cède de ce qu'on la croit pour devenir ce qu'elle devrait être. Je souffre, plus que je puis dire, de mon caractère incomplet. Rien n'est rien n'est achevé, ni dans mon cœur, ni dans mon esprit. Et si vous me connaissiez à fond, vous apercevriez partout des lacunes et des disparates. On ne peut que s'étonner de ne pas voir ce texte figurer dans une anthologie qui rassemblerait les portraits, les autoportraits de jeunes hommes romantiques. Parce que vous avez à peu près tous les éléments qui sont ici rassemblés. Ne manque que le terme de mélancolie, mais la chose est présente. Alors me direz-vous, imitation de René? Évidemment. Chateaubriand a joué un rôle considérable dans la vie d'Astolphe de Custine. Non, je dirais pas seulement. Et c'est de mode parce que nous sommes à la fin de la décennie 1820-1830? Non, pas seulement. Parce que c'est constitutif de son être. Parce que cette insatisfaction permanente sera celle qui le guidera dans sa carrière littéraire. Il vous exprime déjà, alors que le mot n'a pas encore été utilisé, il ne le sera qu'après 1830, il vous exprime déjà le désenchantement d'une génération. C'est que Balzac a parlé de l'école du désenchantement après 1830, en disant que c'était ça, la nouvelle caractéristique des générations nouvelles, et en même temps de la littérature nouvelle. Eh bien, vous avez déjà ça chez Custine en 1818. Donc, Custine, en auto-portrait romantique, avec les tourments du cœur qui sont autant inexprimables qu'incompréhensibles. Magnifique confession. Mais pourrait-on dire que Proust aussi se définit comme romantique? Eh bien, d'une certaine façon, oui. Si vous prenez un texte de jeunesse qui date, il faut que je retrouve la date, pardonnez-moi, c'est, j'ai oublié de la noter, ça, voilà. Ce qui arrive quand on oublie de noter les dates. C'est un texte de 1900. Sénancour, Étienne Pivert de Sénancour, l'auteur d'Obermann, 1804, un des premiers grands auteurs romantiques. Petite parenthèse, on parle souvent évidemment de la trop célèbre Madeleine de Proust, qui à force de tremper dans sa tasse de thé doit être bien ramollie depuis. Mais on ne parle pas assez de la pervenche de Rousseau
de la jonquille de Sénancourt et de la griffe de Montboissier chez Chateaubriand, parce que c'est exactement le même processus. Voir un objet qui va vous rappeler le passé, entendre un son qui va vous rappeler le passé. La Madeleine de Proust arrive au terme de toute cette littérature de la réminiscence par quelque chose de fortuit. Sénancourt, c'est moi. Rêverie morale inspirée par la nature. C'était, je crois, un malade. Il faut être faible, en effet, pour s'enivrer ainsi avec les choses les plus simples de la nature. Mais si ces réflexions nous ennuient, ces phrases harmonieuses nous laissent d'autant plus froid qu'elles cherchent à nous toucher. Au fond de tout cela, ce que je vais chercher, c'est la sensation même des paysages particuliers qui est délicieuse. Le bruit des eaux rapides. Une phrase tout à fait de moi. Et ici, Sénancourt, mais du moins nous serons sensibles à quelques accidents de lumière et de plusieurs confluences végétales. Revenons aux sensations et les sons qui animent dans leur marche les troupeaux de l'Emmental. C'est une citation de Doberman. La simplicité automnale, le doux accord du silence dans le ciel, de la maturité des plantes et du repos de la terre, etc., etc. Page 56 sur les arbres. C'est de moi. Mais je n'essaye pas de donner un sens moral au phénomène naturel, car c'est de la pure allégorie. Cependant, il est certain que la vue de la nature réveille la pensée, et que la vue de la pensée peut trouver mille charmes à la vue de la nature, ce qui prouve une relation mystérieuse, puisque progrès dans la vie de l'esprit et dans l'admiration de la nature sont parallèles et réagissent entre la vérité intellectuelle et la beauté naturelle. Vous avez déjà là tout ce qui va se passer dans la recherche, dans le regard que le narrateur va porter sur la nature. Et il le rapporte bien avant de commencer à écrire la recherche, il le rapporte à sa lecture de Sénancourt, autrement dit à une lecture éminemment romantique. Le romantisme de Proust, ça n'est pas quelque chose qui s'exprime par des déclarations, par des déclamations romantiques du tout. C'est une imprégnation d'un certain nombre d'éléments du romantisme, depuis Sénancourt, depuis Chateaubriand, depuis d'autres, à l'intérieur même, qui viennent, eh bien, comme pour le thé, infuser dans la recherche. Le premier grand roman de Custine, Aloïs ou Le religieux du Mont-Saint-Bernard, qui date de 1829. 1829, je vous rappelle, c'est l'année de la publication des Chouans de Balzac et de la physiologie du mariage du même Balzac, sauf que ça s'est publié sans nom d'auteur. C'est signé par un célibataire endurci. Et tout le monde sait de qui il s'agit. Donc, année cruciale dans la production littéraire. Eh bien, cette année-là, il y a Aloïs. Et Aloïs, c'est un personnage qui est l'emblème d'une génération douloureuse. Le récit par le trajet d'un jeune homme, le héros éponyme, qui va nous faire passer, et c'est là la différence custinienne, d'un romantisme souffert à un romantisme guéri. Guéri par quoi? Par la religion. Le religieux du Mont-Saint-Bernard va trouver dans la religion l'apaisement, la consolation nécessaire. Autrement dit, c'est un jeune homme romantique qui a lu le génie du christianisme. Puisque, comme vous le savez, en 1802, que dit Chateaubriand dans le génie du christianisme? Que le christianisme est la religion la plus poétique, celle qui apporte la consolation majeure aux âmes souffrantes. Ce qui vous explique pourquoi René, initialement, fait partie du génie du christianisme. C'est un exemple. Et René, comme texte, va changer de sens lorsque Chateaubriand va l'extraire du génie du christianisme pour le publier en 1805. Pourquoi est-ce que ça change de sens? Parce que
René n'est plus incorporé dans le génie du christianisme, où il servait d'exemple des consolations de la religion aux âmes malheureuses, mais pour devenir l'expression de la douleur de l'individu. Eh bien, Custine dans Aloïs écrit une œuvre qui est totalement romantique dans la continuité du génie du christianisme. Et le caractère d'Aloïs nous est donné dans le roman comme, je cite, réunissant tous les contraires. Qu'est-ce que vous aviez dans la lettre de 1818 que j'ai citée tout à l'heure? Et le roman va se faire le récit d'une sublimation qui ne peut intervenir qu'au terme de souffrances dont la seule source est à chercher dans l'individu. Il y a d'ailleurs un autre point commun entre Aloïs et René, c'est un inceste fantasmé. Donc là, la proximité me paraît tout à fait intéressante, parce que dans René, il est très très clair que René et sa sœur, l'inceste n'est pas du tout consommé, mais il est fantasmé. Donc voilà pour cette proximité de Custine avec le romantisme et également la proximité de Proust avec le romantisme. Autre point commun entre Custine et Proust dans leur rapport au romantisme, tous deux récusent l'idée d'une opposition entre classicisme et romantisme. Lorsque je vous ai lu un passage du Monde commun, j'ai souligné que le style était assez proche de l'écriture épurée du XVIIIe siècle. Pour Custine, l'opposition entre classicisme et romantique est une opposition, il utilise le terme, stupide. Car en effet, être romantique ne veut pas dire refuser le classicisme, mépriser le classicisme, balayer les vieilles perruques. En aucune façon. Il trouve que la querelle entre le classique et le romantique est sans objet réel. Et dans un texte intitulé « Les amitiés littéraires en 1831 », Custine fait déclarer ceci à l'un de ses personnages. C'est un texte tout à fait intéressant, vous avez trois personnages qui dialoguent. « Je n'oublierai jamais l'embarras de mon ami dans les discussions provoquées par la sotte querelle des classiques et des romantiques. Heureusement pour notre réputation en Europe, cette oiseuse dispute a duré peu, même à Paris, où il est si rare de voir une cause de dissension quelconque cesser entièrement. Sotte querelle. Eh bien, voyez Proust, lorsqu'il déclare, par exemple, que entre classicisme et romantisme, il ne doit y avoir véritablement aucune opposition, ce qu'il confirme dans un des textes de journée de lecture que vous trouvez dans Pastis et Mélanges. Très vite, dans le goût et le divertissement de lire, la préférence des grands écrivains va au livre des anciens. Ceux-mêmes qui parurent à leurs contemporains les plus romantiques ne lisaient guère que les classiques. Dans les conversations de Victor Hugo, quand il parle de ses lectures, ce sont les noms de Molière, d'Horace, d'Ovide, de Renard qui reviennent le plus souvent. Alphonse Daudet, le moins livresque des écrivains, dont l'œuvre toute de modernité et de vie semble avoir rejeté tout héritage classique, lisait, citait, commentait sans cesse Pascal, Montaigne, Diderot, Tacite. On pourrait presque aller jusqu'à dire, renouvelant peut-être par cette interprétation d'ailleurs toute partielle de la vieille distinction entre classique et romantique, que ce sont les publics intelligents bien entendu, qui sont romantiques, tandis que les maîtres, même les maîtres dits romantiques, les maîtres préférés des publics romantiques sont classiques. Donc, il ne doit établir aucune différence. Le point sur lequel je voudrais terminer, c'est la description de la Normandie chez Custine et chez Proust.
Et je vais vous lire un petit passage du Monde comme il est, qui va décrire la région de Pondouilly, pour l'Orne, et dont vous allez voir les qualités. Pour nous occuper maintenant que du sentiment de la nature, qui a jamais entendu parler à Paris des bords de l'Orne? Quel peintre nous a révélé les beautés pittoresques de la sauvage et profonde vallée qu'arrose cette rivière? Or, quelques propriétaires plus occupés du prix des bois et du taux auquel s'afferme l'enfrérie que des agréments d'une contrée agreste, je ne connais personne ici qui sache nous dire l'élévation des rochers de Pondouilly, ni combien les eaux de Pontécrevin sont vives, ni l'effet imposant des hauts coteaux couverts de bois et de genêts qui bordent le cours tortueux de l'Orne à l'entrée du bocage normand. Ce pays, si riche en beaux sites, commence pourtant à 50 lieues de Paris, et la nature y déploie toute sa variété, tout son éclat. Mais ce luxe ignoré est perdu pour des âmes pauvres, anti-poétiques, et qui ne comprennent de la vie que les combinaisons de l'intérêt ou de la vanité. Eh bien, prenons maintenant un passage de Proust dans Choses normandes, 1891, que vous trouverez dans Des plaisirs et des jours. Depuis quelques jours, on peut contempler le calme de la mer dans le ciel redevenu pur, comme on contemple une âme dans un regard. Mais il n'y a plus personne pour se plaire aux folies et aux apaisements de la mer de septembre, puisqu'il est élégant de quitter les plages à la fin d'août pour aller à la campagne. Mais j'envie, et si je les connais, je visite souvent ceux dont la campagne est voisine de la mer, située au-dessus de Trouville, par exemple. J'envie celui qui peut passer l'automne en Normandie pour peu qu'il sache penser et sentir. Ces terres, jamais bien froides, même en hiver, sont les plus vertes qu'il y ait, naturellement gazonnées, sans la plus mince lacune, et même au revers des coteaux, en l'aimable disposition appelée fond boisé. Eh bien, je retiendrai les deux verbes à l'infinitif de cette petite description. Penser et sentir. Vous avez là toute la définition proustienne de la description, qui est en même temps la définition de toute description romantique. Toute description romantique est une pensée sur le paysage, en même temps que le sentiment du paysage. Dans la correspondance entre paysage intérieur et paysage extérieur, s'inscrit une pensée. On ne décrit pas pour le seul plaisir de faire un morceau de bravoure, on décrit parce que on pense en décrivant. Eh bien, Proust, Custine et Balzac font tous les trois la même chose. Je vous remercie. Merci beaucoup Gérard pour cette magnifique conférence qui a croisé trois personnages qui ne s'étaient peut-être jamais véritablement croisés. Alors je voudrais laisser quand même un petit temps pour les questions, si certains d'entre vous voudraient poser quelques questions sur la conférence, sur le romantisme, sur Marcel Proust, à Gérard Jean-Jean. Ensuite on fera une petite pause, vous pourrez aller vous réfléchir, prendre un petit peu d'air, et ensuite ce sera le concert romantique par excellence. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Gérard ? Oui, ça va aller pour parler là ? Vous souhaitez que je vous apporte J'avais rendez-vous avec Marcel, j'étais un peu raté pour moi. Ah, vous êtes en manque de Marcel. À propos de Custine, que vous connaissez bien, je voulais simplement dire, puisque tu étais un petit peu de la sociologie, on a entendu un peu de sociologie, que si Custine avait très bien rappelé ce qui se passait en Russie à l'époque où il a voyagé, c'est qu'il était gay et connaissait très bien la communauté gay très importante en Russie, qui l'ont aidé à percer l'état de mystère de la Russie qu'on ne comprend toujours pas. Alors, vous avez raison de souligner ce point. J'ai délibérément, mais vraiment délibérément, mis de côté le point commun évident entre Custine et Proust, qui est l'homosexualité. Pourquoi ça, pas par pudeur, je vous rassure tout de suite. C'est tout simplement parce que
c'est trop facile pour établir le rapport entre les deux. J'ai voulu essayer d'aller sur des chemins qui sont un peu moins parcourus. Mais bien entendu, le rapport est très clair. D'ailleurs, comme vous le savez, Custine, en 1824, a été victime d'un guet-apens qui l'a sali dans tous les sens du terme, puisque bon, il avait rendez-vous avec un soldat dans la plaine de Saint-Denis, et des amis de ce soldat ont agressé Custine, l'ont battu, l'ont déshabillé et l'ont laissé quasi pour mort dans ce qu'on a appelé après la boue de Saint-Denis. Donc là, le statut social de Custine a été totalement bafoué par cette aventure terrible, qui a certainement joué un rôle dans le fait qu'il décide de se consacrer pleinement à la littérature après, puisque le grand monde va lui refuser, au moins pendant quelques temps, l'entrée dans ses salons, il va aller dans les salons littéraires, où là, on est moins bégueule sur ces questions-là. Hein. Alors ça, oui, vous avez tout à fait raison. Et cette aventure malencontreuse trouve à l'évidence un écho du côté de chez Swann, lorsqu'il est rapporté un épisode où je vais vous retrouver cette citation. Où il est rapporté quelque chose de... Non, je pensais que c'était là, mais non, c'est pas grave. Où il est rapporté un événement à peu près comparable, hein, où un homosexuel va se faire battre par d'autres et être laissé dans la rue. Donc cet épisode de 1824, Proust le connaît, car tout le monde le connaît à l'époque, et Proust, qui s'est intéressé à toutes ces questions-là, le sait, et donc il va le transcrire dans la recherche de la. Et dans la comédie humaine, vous allez avoir une petite allusion sous la plume de Balzac à cet épisode. Le nom de Custine n'apparaît pas, mais pour le lecteur averti de l'époque, on sait très bien de quoi il est question. Donc oui, j'aurais évidemment pu, peut-être dû parler du rapport Custine-Proust autour de l'homosexualité. C'est en soi un véritable sujet, mais je l'ai laissé de côté, parce que je voulais insister sur des rapports plus littéraires autour d'abord du rapport à Balzac et autour de la problématique de la description et de l'analyse sociale et un peu de la description de la littérature. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on vous laisse un petit moment? Oui, monsieur, je vous écoute. Est-ce que Custine et Stendhal se sont rencontrés? Oui, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et ils s'apprécient. Tout à fait. Lorsque Custine a acheté sa propriété à Saint-Gratien, c'est là qu'il est mort d'ailleurs, il a tenu un salon littéraire qui était un des plus courus de l'époque, et où, ça m'a rappelé tout à l'heure, tous les grands y sont allés. De Balzac à Georges Sand, de Delacroix à Chopin et autres. Custine tient pratiquement table ouverte. Stendhal y est allé. Aller chez Custine faisait partie, je dirais, du parcours nécessaire de l'écrivain et de l'artiste dans les années 1800. Et entre ça, il y aurait d'ailleurs une étude plus précise à faire sur les rapports littéraires entre Stendhal et Custine, qui, à ma connaissance, n'ont pas été... Il y a des articles, mais il y aurait quelque chose de plus fouillé à faire, parce que la description de Pont-de-Louis dans Le Monde comme il est, si on la met en regard de la description de Verrières au début du Rouge et Noir, on verrait des ressemblances, non pas du tout que l'un ait plagié l'autre, mais des ressemblances de la qualité du regard
porté sur la petite ville de province, et sur la figure du maire en particulier, sur M. Breton. Madame, oui. Proust établit à la fin de son œuvre la prééminence du sentir sur le penser. Oui. Qu'en est-il chez Gustine Busserand? Vous avez souligné ces deux vers, Oui. mais pensez-vous qu'il y ait une hiérarchie entre les deux? Alors chez Proust, évidemment, il y a une hiérarchie, parce qu'il dit qu'au fur et à mesure qu'il évolue, il pense que l'intelligence est de moins en moins nécessaire. Je crois d'ailleurs qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Bon. Mais c'est vrai qu'il donne la faveur au sentir. Mais c'est un sentir tellement intellectualisé qu'il y a quand même beaucoup d'intelligence dedans. Alors chez Custine, non. Chez Custine, vraiment, je crois qu'on reste dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette conception foncièrement romantique du statut de la description dans l'œuvre littéraire. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a l'adjectif pittoresque à un moment donné. Le terme de pittoresque, à l'époque romantique, a changé de sens. Puisque au XVIIIe siècle, ça vient directement de l'anglais picturesque, c'est-à-dire digne d'être peint. Et c'est un terme d'ailleurs qui n'est utilisé qu'en peinture au tout début. Puis il migre vers la littérature. Ce que les romantiques vont apporter à la notion de pittoresque, c'est que dans le pittoresque, il n'y a pas que ce qui est beau à voir, et par conséquent digne d'être peint ou digne d'être décrit, mais le pittoresque, c'est aussi la marque, la trace, le reste, la mémoire du passé. Une œuvre architecturale pourrait être dite pittoresque, non pas simplement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est chargée d'histoire. Exactement ce que Proust dit à propos des églises ou des cathédrales. Le pittoresque est très intellectualisé chez les romantiques. Et à chaque fois qu'on voit l'adjectif pittoresque sous la plume d'un écrivain romantique, il ne faut pas oublier cet appoint sémantique que les romantiques ont ajouté à l'adjectif pittoresque, qui reste dans le sens du XVIIIe jusque vers les années 1800-1850.